Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette vidéo. On va parler de finances décentralisées et j'ai le plaisir de faire une interview avec Marc Zeller qui est spécialiste de finances décentralisées. Dans cette vidéo, de quoi est-ce qu'on va parler? On va vous parler de ce qu'est la finance décentralisée et de ce qu'elle révolutionne aujourd'hui, et notamment de pourquoi est-ce que les crypto-monnaies traditionnelles ont échoué comme crypto-monnaies, même si elles ont réussi comme crypto-actifs. On vous parlera notamment d'une des reines d'un des outils rois de la finance décentralisée qui s'appelle le DAI, et on verra comment est-ce que ce DAI peut garder une valeur stable face au dollar. On vous parlera, en fait, c'est une vidéo dans laquelle on va aussi aller voir beaucoup les outils directement pour vous donner des outils pour tester la finance décentralisée par vous-même. On vous expliquera comment obtenir du DAI, il y a 2 méthodes pour le faire, et on vous donnera également les adresses de quelques places décentralisées. Oasis.app où vous allez pouvoir obtenir du DAI, Compound où vous allez pouvoir prêter votre DAI contre des intérêts, et Instadapp qui agit un peu comme un espèce de cœur, de salle de contrôle de votre finance décentralisée. Vidéo. Bonjour Marc. Bonjour. Bienvenue. Très content de faire cette interview avec toi. Tu sors de 4 jours, 5 jours même, bon, avec le mercredi, donc 4 jours on n'a qu'à dire, Ouais. de cours avec les apprenants d'Alira. Oui, c'était intensif pour moi comme pour eux, mais je pense surtout pour eux parce qu'ils ont absorbé beaucoup de nouvelles compétences et de nouvelles données en très peu de temps. Ils s'en sont bien sortis, je suis assez fier d'eux. Super. C'était du coup ma 3e et 4e formation finance décentralisée avec vous. Ouais. Ça fait 9 mois qu'on a commencé. C'est ça, ouais. C'est ça. Parce qu'on t'a pas présenté, mais pour les personnes qui te découvrent à l'écran, tu es un spécialiste de la finance décentralisée. Oui. C'est ça? En fait, je me suis spécialisé puisque Alira, c'est quelque chose qui va tout de suite intéresser sur le fait que vous donnez une vision globale des choses. Donc, quand on va chez Alira, on est exposé un peu à tout ce qui se fait dans l'écosystème blockchain. On va faire un peu de Bitcoin, un peu d'Ether, un peu de blockchain privé type Hyperledger, un peu de finance décentralisée, ça c'est mon domaine. Ouais. Mais dans la réalité, c'est très bien d'avoir une vision globale, mais ça c'est une grosse plus-value. Mais bien sûr, après, il faut se respécialiser. Et donc, moi, j'ai choisi de me spécialiser dans l'écosystème Ethereum, sur les problématiques et sur les opportunités de finance décentralisée. Ok, super. Du coup, la finance décentralisée, ça va être le sujet de notre discussion de ce soir. Moi, je t'avoue que c'est un domaine qui est absolument incroyable, puisqu'en fait, des choses qui, jusqu'à présent, étaient le précaré des banques, deviennent le précaré du geek dans son garage. Je caricature à peine. À peine. Oui. Et du coup, ouais, vraiment très très envie d'en discuter avec toi. Alors, juste pour les personnes qui nous regardent, on avait fait un podcast. Si vous voulez avoir d'autres informations, il est toujours accessible sur SoundCloud. On vous mettra le lien dans la description. Mais du coup, commencer par une question un peu presque bête, j'allais dire. C'est quoi la finance décentralisée? Alors la finance décentralisée, comme toute chose émergente, comme toute technologie un peu nouvelle ou domaine un peu nouveau, si on pose la question à 2 personnes de la communauté Ethereum, on va avoir 3 définitions, forcément. Okay. Mais par contre, il y a des choses qui font consensus, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont voulu par la communauté Ethereum comme une plus-value par rapport à la finance traditionnelle, puisque forcément quelque chose de nouveau, les modernes s'opposent toujours aux anciens. Donc, ce qui fait consensus, c'est retirer au plus possible ce qu'on appelle le KYC, c'est-à-dire Know Your Customer, l'identification et le fichage, entre guillemets, des intervenants des produits financiers. Donc, permettre aussi, c'est l'autre pendant, permettre à tout à chacun, quel qu'il soit, où qu'il soit, quelle que soit sa taille ou quel que soit son statut social, quelle que soit la taille de son portefeuille, d'accéder à des produits financiers. Ça, c'est une vraie volonté de la finance décentralisée. Plus avoir de custody, c'est-à-dire plus avoir d'acteurs centralisés qui détiennent vos fonds. La promesse, c'est de rendre les gens propriétaires de leur argent. C'est-à-dire que, on sait bien, il y a eu des dérives par le passé dans la finance traditionnelle que quand on confie son argent à des entités centrales, il y a des volontés que cet argent ne soit pas utilisé forcément de la manière prévue ou n'ait pas des effets escomptés ou les effets prévus. Et même dans le milieu des crypto-monnaies, quand on confie son argent à une place de marché et qu'il y ait un hacker un peu plus malin informatiquement que les autres part avec la caisse, on se retrouve dans une certaine déconvenue. N'est-ce pas? Donc l'idée, c'est aussi de proposer ce type de choses. Du coup, alors je te pose la question de manière un peu provocante. C'est bien beau de détenir ces fonds, etc. Mais si c'est pour détenir tous ces fonds sous la forme de Bitcoin ou d'Ether,
qui, on le sait, peut prendre 30% un jour et perdre 40% le lendemain. Monsieur, madame, tout le monde, ils ont peut-être pas envie de voir l'intégralité de leur épargne varier de 30 ou 40% tous les jours, quoi. Et émotionnellement, ça peut être dur. Émotionnellement, ça peut être dur. Et puis même dans l'idée de gestion d'un patrimoine, si on est un bon père de famille, parce que on peut ou une bonne mère de famille, ou une bonne mère de famille, il n'y a pas de question de genre avec le patrimoine. A priori, les euros sont les mêmes quel que soit. Et on peut diversifier. Et normalement, on diversifie son investissement. Or, il y a quelque chose qui a fait beaucoup de débats et qui commence un peu à émerger sur un consensus là-dessus, c'est que le Bitcoin et l'Ether, c'est pas vraiment des monnaies. Et d'ailleurs, la Banque de France parlait beaucoup là-dessus à une époque. Et puis, si on pose la question à Bruno Le Maire, ils vont défendre fermement que le Bitcoin n'est pas une monnaie souveraine. Et pas forcément pour les mêmes raisons. On va leur donner, on va se placer de leur côté en disant que certes, le Bitcoin n'est pas une monnaie parce que très peu de gens dépensent du Bitcoin pour accéder à des biens et des services. Très peu de gens pensent en Bitcoin. Donc, toutes ces propriétés de la monnaie qui sont chères aux économistes, comme l'unité de compte, le moyen d'échange, la réserve de valeur, on se rend compte que les crypto-actifs ne rentrent pas parfaitement dans ces définitions. Par contre, en termes d'actifs, en termes de titres financiers, il y a eu un sacré succès, 90 milliards de volume quotidien. De gros échanges, de la capitalisation qui a pas mal évolué. Et c'est vrai que pour l'instant, quelqu'un qui a acheté du Bitcoin et a attendu quelques années, il y a de grandes chances qu'il soit sorti gagnant de son investissement. Mais par contre, en tant que monnaie, ça n'a pas fonctionné. Et du coup, la blockchain a permis l'émergence d'actifs qui avaient plus les propriétés de la monnaie. C'est ce qu'on a appelé les stablecoins. Les stablecoins, dont la figure de proue est le DAI, créé par MakerDAO, qui est un projet blockchain sur Ethereum, regroupent les propriétés de la monnaie d'une manière tout à fait simple, c'est qu'ils vont répliquer la valeur d'une monnaie fiduciaire qui est le dollar. C'est-à-dire un DAI est égal à $1. Il y a tout un processus de mécanisation, de stabilisation derrière qu'on pourra développer si vous le souhaitez, ou alors qui est développé un peu dans le podcast qu'on a fait ensemble. On avait parlé dans le podcast ensemble, et effectivement, du coup, pour les gens qui nous écoutent, on va pas redétailler les mécanismes de stabilisation du DAI, mais si vous voulez aller voir le podcast qu'on vous met en description, mais admettons qu'il y ait des mécanismes de stabilisation et qui font que un DAI égale à $, ça veut dire que pour la première fois, on se retrouve avec quelque chose qui est un crypto actif, enfin qui est un actif numérique, pour prendre les définitions les plus récentes du droit français, qui a des propriétés de monnaie, c'est-à-dire une unité de compte. On sait tous à peu près ce que fait $1 et le nombre de biens et de services ce qu'on peut accéder avec une quantité de dollars. Donc l'unité de compte, ça marche. Moyen d'échange, c'est changer des dollars pour un commerçant. Ça me semble à peu près cohérent avec toutes ces multinationales qui font leur réconciliation. Souvent, le dollar est roi. Réserve de valeur, on a à peu près conscience dans 3, 6, 9 mois, 1 an, que la valeur $1 nous donnera à peu près le même nombre de biens et de services qu'aujourd'hui. Sauf si le système mondial s'effondre, mais on aura d'autres problèmes. Exactement. Si le système, c'est souvent ce qu'on dit, le Bitcoin, c'est bien beau, mais s'il y a plus Internet ou s'il y a plus d'électricité, j'ai envie de dire, s'il y a plus d'électricité, on est mort. Donc, a priori, le Bitcoin sera le cadet de nos soucis. Là, on est un peu dans la même chose. Si le dollar s'effondre, ce sera le cadet de nos soucis, l'expérimentation de MakerDAO et la finance décentralisée. On est sur des choses émergentes de toute façon. Donc oui, il y a des stablecoins. Donc on peut participer à des produits financiers sans détenir forcément des actifs spéculatifs, puisque un stablecoin par nature est non spéculatif. Puisque lorsqu'on détient $1, on va pas parier que le dollar va augmenter particulièrement. Il pourrait y avoir une variation entre le dollar et l'euro, mais si vous pariez toute votre richesse sur le fait que le dollar va valoir plus que l'euro, ça peut arriver si vous êtes très très riche, hein. Mais a priori, pour que la différence soit significative, va falloir se lever tôt. Donc on pourrait avoir accès à des produits de finances décentralisées en utilisant du coup un actif qui n'est pas spéculatif. Qui n'est pas spéculatif, c'est-à-dire que la spéculation, c'est prendre. On fait souvent la distinction dans le grand public entre le spéculateur et l'investisseur, le vilain spéculateur, le mauvais trader, qui a un peu cette image dans le grand public, et le bon père ou mère la bonne mère de famille qui est investisseur à long terme et qui cherche à entretenir et développer son patrimoine.
En économie, on prend un petit peu de recul et on se dit que finalement, la seule différence entre les deux, c'est l'échelle de temps. C'est peut-être que le spéculateur va chercher des gains à court terme et l'investisseur va chercher des gains à long terme. Au final, chacun va chercher des gains. Donc, la spéculation, c'est regarder quelque chose et parier sur l'avenir de quelque chose, à la hausse comme à la baisse, puisque les produits financiers nous permettent de générer des profits sur des choses qui montent ou des choses qui descendent. Ça, c'est une possibilité. Mais la finance décentralisée sur des actifs qui sont spéculatifs, vont nous permettre de rentrer sur des positions qui sont spéculatives ou des positions d'investissement. Super. Alors, on va regarder dans un instant ensemble, et puis on va le faire avec vous. Vous allez pouvoir suivre sur l'écran directement. On va regarder ensemble quels sont ces produits financiers auxquels on a accès. Juste avant, j'aurais voulu répondre à une question que peut-être certains parmi vous se posent, qui est comment on fait pour obtenir du DAI. Moi, je me lève un matin, je me dis j'aimerais bien participer à cette finance décentralisée, parce que j'ai un petit bas de laine que plutôt que de garder sous mon lit, je vais mettre sur un de ces produits de finance décentralisée. Comment je fais pour obtenir du DAI? Alors, il y a deux réponses et il y a deux chemins. Alors, deux manières. Les deux manières. La première manière, elle va être très simple, c'est qu'on va aller sur oasis.app ou alors makerdao.com. Les deux chemins sont possibles, mais oasis.app, makerdao.com. Donc, allons sur MakerDAO, qui est le site officiel de MakerDAO qui génère le stablecoin DAI, qui est le protocole qui va permettre de créer du DAI. Okay. Donc, comment on crée du DAI? On va générer, on va faire borrow, en fait, puisque c'est un emprunt. On réplique la logique de la monnaie fiduciaire. On va se connecter avec un wallet, donc un portefeuille qui détient des cryptoactifs et qui est compatible avec la blockchain Ethereum. C'est ce qu'on appelle les wallets Web3. Du coup, alors là, juste pour vous dire, on est donc sur mon ordinateur et on se connecte à travers le compte, en l'occurrence le compte d'Alira, qui est ici, et donc c'est MetaMask. Vous pouvez l'installer directement sur votre ordinateur. Il faut que vous lui fournissiez des Ethers pour pouvoir utiliser ce qu'on est en train de faire. Exactement. Et là, on voit que chez Alira, apparemment, vous avez déjà bien fait vos devoirs puisque vous avez déjà un Vault, donc un petit programme informatique qui tourne sur Ethereum et qui est en fait une position de prêt que vous faites à vous-même. C'est que vous déposez des actifs sur votre Vault, donc sur votre smart contract, ce programme qui tourne sur la blockchain Ethereum, et vous allez bloquer dans le protocole une certaine quantité d'unités de compte d'actifs. Dans ce cadre-là, c'est de l'Ether. Et on voit que le nombre d'Ethers loqués est de 1 Ether, dont la valeur est de 156,42 $ à l'instant où je vous parle. Bien sûr, dans 10 secondes, ce sera une valeur différente. Et il y a 10 secondes, c'était une valeur différente. Ce sont des choses qui sont... C'est un titre financier, c'est un crypto-actif, donc c'est spéculatif. Et on peut... Si on respecte les règles du protocole, générer du DAI, créer du DAI. Donc là, c'est la fameuse fonction generate au standing debt, c'est-à-dire emprunter à soi-même par rapport à la mise en séquestre d'un certain nombre d'actifs et se créer une dette qu'on remboursera à l'avenir dans l'échange du paiement d'un taux d'intérêt qui s'appelle la stability fee et qui actuellement est fixé par le protocole à 4%. Donc, si j'emprunte 100 DAI, par exemple, l'équivalent de 100 $, dans un an, je devrais rembourser 104 DAI. Dans 6 mois, 102. Dans 3 mois, 101. Et en fait, la finance décentralisée, la blockchain Ethereum, nous permet d'avoir une granularité de 15 secondes, puisque chaque bloc, chaque actualisation de la blockchain, une chaîne de blocs, s'effectue sur Ethereum toutes les 15 secondes. Donc, le calcul de mes taux d'intérêt se font toutes les 15 secondes. Okay. Donc, au lieu de faire un dossier bancaire qui va être sur des mensualités strictes, avec un dossier, un rendez-vous chez un conseiller, on peut faire tout depuis son ordinateur, chez soi, et fixer soi-même ses mensualités. Vous pouvez décider, on peut décider là que ce prêt-là sera remboursé dans 2 ans et payer 8 DAI d'intérêt, 8 $ d'intérêt, ou dans une semaine, ou dans 5 jours, et à la vitesse qu'on veut, aux conditions qu'on veut, tant qu'on respecte la condition d'avoir mis sous séquestre une certaine somme. Ok, super, top. Et donc là, on voit effectivement qu'on a ouvert une position, on l'a ouvert tout à l'heure d'ailleurs. On a déposé un Ether et puis on a récupéré 60 DAI. Si on voulait en ouvrir une autre, je pense qu'il y en a. C'est pas très long en fait. On peut le faire en quelques clics. On le fait là. On choisit le collatéral qu'on va déposer. Il nous reste plus beaucoup d'Ether, mais bon, allons-y. Hop.
Et du coup, si on bloque 0,1 par exemple, 0,1 pas plus, et générer un DAI. on va générer, allez hop, on va en faire. Alors c'est 20 minimum. Ah, c'est 20 minimum, et donc en fait, ça va bloquer. T'es pas assez riche. Je suis plus assez riche, j'en ai trop généré. Ah Hop si, là. pile poil. Mais on va garder un petit ça va peu. se faire. On va garder un petit peu. taper cette position. Mais vous pourrez faire directement chez vous. Vous pourrez le faire chez vous, ouais. Ouais, on va garder. On vous garde en fait parce que sinon il faut refaire tout. On vous le garde pour les exemples qui viendront après. Mais si vous suivez ce qu'on vient d'indiquer là, du coup vous pouvez créer du DAI, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure, et ça vous permet d'ouvrir une position du type de celle qui est là, avec du coup un Ether. On a pu sortir 60 DAI. Et après, on va pouvoir aller s'amuser dans la finance décentralisée. Donc ça, on a vu, c'est la première méthode. Ça implique de faire un crédit. Ouais. Donc ça a beaucoup d'intérêt, par exemple, si on a déjà des Ethers. Si on a une certaine quantité d'Ethers et qu'on pense que le prix de l'Ether, la valorisation de l'Ether à l'avenir sera plus élevé, et certains ont fait le pari avec des résultats très favorables et d'autres moins favorables selon les périodes, puisque c'est de la spéculation. On spécule sur le fait que l'Ether aura un cours plus élevé. C'est plutôt un pari intéressant puisqu'on va pas vendre ces Ethers, on va plutôt les loquer, les mettre en séquestre dans un protocole pour aller générer du DAI et aller dépenser ce DAI dans le cadre d'un crédit par exemple. C'est ce que j'ai fait sur mon téléphone portable. Ça avait fait un peu de bruit sur les réseaux sociaux à l'époque, mais on peut aussi le faire si on est un trader. On va imprimer du DAI, acheter de l'Ether avec, le recollatéraliser dans ce fameux petit programme pour pouvoir imprimer plus de DAI, pour recommencer, etc. Bien sûr, c'est pas infini puisqu'il y a des règles dans le protocole qui vont aller limiter la création d'Ether. On peut pas créer de l'argent à partir de rien. Donc là, en fait, on fait un levier, quoi. Mais on fait un effet de levier, ce qui est cher aux traders, puisque les gens qui parient à la hausse aiment bien parier avec plus d'argent qu'ils n'ont virtuellement, afin d'augmenter leur risque et augmenter leurs gains en échange d'avoir plus de risques que de pertes. Okay. Alors tout ça, c'est des choses où ce sont des professionnels qui le font, mais on est dans la finance, donc c'est normal d'avoir des professionnels du trading qui font des actions. La deuxième action qu'on peut faire pour récupérer du DAI, c'est se dire, moi, j'ai pas envie de dette et je veux prendre mes euros, aller sur un échange centralisé tel que Kraken, qui propose ses actions et qui liste les choses. Mais ça, il n'y a pas forcément besoin de montrer, mais bon, vous créez un compte. Vous créez un compte, vous faites un virement SEPA vers le compte en banque de Kraken. C'est de la finance centralisée au final, puisque c'est une place de marché, mais à chaque fois qu'on va toucher des euros, il y aura forcément un peu de centralisation. Et vous achetez ces DAI au cours du marché, donc 90 centimes d'euros vous donneront $1, puisque c'est le reflet à peu près de la valorisation du dollar par rapport à l'euro. Et ça veut dire que vous avez aucune dette adossée. Ouais. Vous avez juste des unités d'actifs. Vous avez échangé des euros contre des dollars. Donc là, pas de taux d'intérêt à gérer, pas de valorisation de l'Ether à gérer, etc. Vous pouvez utiliser ces DAI comme vous le souhaitez, et vous n'avez pas de spéculation particulière derrière ça. Très bien. Ce que vous pouvez faire par la suite avec ces DAI, c'est se dire, moi la spéculation, c'est pas forcément mon métier, par contre je peux mettre ces actifs, ce capital à disposition de traders qui vont me l'emprunter et me payer un intérêt directement. C'est-à-dire que autrefois, dans la finance traditionnelle, on le sait tous, on le déplore, mais on peut pas y faire grand-chose. À chaque fois qu'on a de l'argent sur son compte courant, en fait, on fait un prêt gratuit à sa banque qui va aller reprêter avec effet de levier, puisque les banques peuvent faire ce qu'on appelle des réserves fractionnelles. Avec quelques euros, on peut créer quelques dizaines, voire quelques centaines d'euros et aller les prêter à des gens contre un taux d'intérêt. Pour des projets qu'on n'a pas forcément envie de soutenir. Pour des projets qu'on n'a pas forcément envie de soutenir, de toute façon, on nous demande pas notre avis. Et là, sur la blockchain, on est propriétaire de son argent, donc on peut aller directement, sans intermédiaire, aller prêter de l'argent à des traders. Le plus gros protocole qui fait ça actuellement s'appelle Compound.finance. Alors Compound, c'est la formule en anglais, les intérêts composés, Compound Interest. Donc, c'est le fait de générer un retour sur investissement par rapport à un actif. Donc, nos DAI qu'on a créés tout à l'heure, on peut décider d'aller les mettre à disposition de traders. Il y a différents taux d'intérêt, différents actifs possibles. Donc, il y a des actifs spéculatifs tels que l'Ether, le Basic Attention Token,
et des actifs non spéculatifs tels que le DAI, qui soit multicollatéral ou single collatéral. Tout ça, c'est parce qu'il y a une migration de protocole en ce moment, une mise à jour. Donc le multicollatéral est une mise à jour du protocole. C'est pas forcément très important de comprendre la différence, c'est la même chose. C'est juste qu'il y avait une version ancienne et une version nouvelle et qu'on est en cours de migration aujourd'hui. Si vous regardez cette vidéo dans plus d'un mois, il est très probable que le single collateral DAI n'existe plus. Il soit plus listé nulle part. Donc ça s'appellera juste DAI. Ça s'appellera juste DAI. Là, on est en période de transition. Si vous regardez cette vidéo en 2020, au second semestre 2020, je suis prêt à parier que le single collateral DAI sera très anecdotique. Très bien. Donc du coup, allons dans la migration. Et aujourd'hui, on peut mettre à disposition des DAI et générer un retour sur investissement de 2,27%. Donc là, je peux prêter mon DAI à des gens que ça intéresse de l'emprunter et être payé 2,27% en échange. C'est ça, sans aucun intermédiaire, et le paiement se fait toutes les 15 secondes. C'est assez merveilleux ça. Et on va le faire ensemble, mais c'est en 2 clics. Donc on appuie sur Supply, on dit je veux mettre tous mes DAI. Pourquoi s'embêter? Donc on en a 34. Donc 34, c'est égal à $34 à peu près. C'est toujours, rien n'est stable dans la vie. Il y a toujours une fraction. Ça peut valoir 1 centime de plus, 1 centime de moins. On va faire une transaction sur la blockchain Ethereum. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, on passe par MetaMask, une petite notification qui nous demande de confirmer. On paye des petits frais de gaz. Et pour ceux qui ont l'habitude, c'est une transaction sur la blockchain Ethereum. Donc du coup, là, ce qu'on a fait, c'est que ces fonds qui nous appartiennent, qui sont en propre, on va les mettre à disposition d'un protocole qui est en fait un ensemble de smart contracts, un ensemble de petits programmes qui tournent sur la blockchain Ethereum, qui disent on fait un grand paquet de devises, donc un grand paquet de DAI, qu'on met à disposition de traders qui voudraient éventuellement l'emprunter en payant des intérêts, et puis ces traders vont payer des intérêts à ce grand paquet, et toute personne qui dépose des devises dans le paquet a le droit à une partie de ses intérêts proportionnelle à son dépôt. Et en fait, c'est le protocole qui va faire le calcul en permanence, toutes les 15 secondes, pour voir à qui mérite quoi et à qui attribuer quoi. Donc là, on voit qu'on a apporté 34 DAI. On voit la transaction est passée déjà. Moi, ça me fascine. La blockchain Ethereum, elle est tellement rapide actuellement. Donc là, il n'y a pas eu d'intermédiaire, il n'y a pas eu de frais de dossier, il n'y a pas eu de. Il y a eu des frais de transaction. Il y a eu des frais de transaction. 30 centimes. 30 centimes. Bon, sur 2% de 34 DAI pour récupérer 30 centimes, ça va prendre un petit peu de temps, mais on imagine que sur un investissement de nature un peu plus élevée, en dehors des tests, on peut vite retrouver ces petits. Ouais, et puis là, on est à 2%, mais en fait, sur la valeur historique, parce que là, on est en période de migration, mais sur la valeur historique, on était plutôt autour de entre 6 et 10% sur le. Voilà, les taux, c'est entre 4 et 12%. C'est les taux les plus avérés. Le record a été à 19%, mais ça a été un épiphénomène qui a duré quelques jours, quelques jours plus que quelques semaines. Pourquoi on est bas? Parce que si on regarde et qu'on retourne un peu dans la liste des actifs dans lesquels on était sur la page précédente, on voit qu'on est dans une période de transaction où on a 2% sur le multi-collateral DAI et 4% sur le single collateral DAI. C'est-à-dire qu'on est dans une transaction, là, il y a plus de gens qui empruntent de l'ancien système actuellement. Je vous rappelle que la migration, à l'heure où on fait cette vidéo, a 1 semaine et demie, donc c'est vraiment tout jeune. Mais si on fait le cumul des deux, il y a de grandes chances de penser que il y aura qu'un seul qui s'imposera, donc ce sera le cumul des deux, on arrive à 6,5. Un peu plus de 6,5, et on est plus dans les taux qui sont reflets de l'économie. Et pourquoi on gagne autant? Parce qu'on est dans un monde où on a l'habitude de gagner 0,75% sur un livret A. Alors moi, sur mon livret A, ça fait pas de 27, hein. Eh ben, il y a pas d'intermédiaire. C'est-à-dire, il n'y a pas de banquier à nourrir, il n'y a pas d'État central à nourrir, il n'y a pas de broker, de chambre de compensation à nourrir. C'est vous et le protocole. Compound, là, c'est pas un intermédiaire. Alors Compound, eux, ils développent une technologie. Alors c'est vrai qu'ils prennent une toute petite commission sur du côté des emprunteurs. C'est-à-dire que pour emprunter, quand on emprunte, on va tout de suite payer une toute petite chose, 0,25% dans mes souvenirs, à vérifier le chiffre et ça évolue de toute façon. Mais côté personnes qui apportent de la liquidité, il n'y a pas de frais. Pour la simple et bonne raison que ils ont un intérêt à ce que des gens leur apportent des liquidités parce que leurs vrais clients, ce sont les emprunteurs, ce sont les traders qui vont aller chez eux. Et puis de toute façon, c'est tellement concurrentiel que s'ils mettaient des frais usuriers,
quelqu'un prendrait l'opportunité, on parle de plusieurs centaines de millions de dollars, un marché à plusieurs centaines de millions de dollars, donc même à 0,25%, on commence à avoir des sommes qui sont loin d'être négligeables, et du coup un concurrent émergerait avec des taux un peu plus corrects. Donc au final, il y a tellement de compétition et tellement peu de friction, c'est nous et le protocole. Donc tellement peu d'intermédiaires que on va vers l'efficience la plus totale. Très très bien. Et alors, il y a d'autres manières d'interagir avec la finance décentralisée. On a parlé de Compound, un des principaux. Oui. Il y a des spécialistes. On parlait d'intermédiaires. Les gens pensent que la finance décentralisée va détruire tous les intermédiaires. On le pense de moins en moins dans l'écosystème parce qu'il y a effectivement apporter un service direct, comme être un money market, comme on appelle les finances d'emprunt et de dépôt d'actifs numériques. Mais il y a aussi tout ce qui est l'accompagnement autour de ces money markets, parce que Compound, ça peut être un peu complexe pour les gens qui n'ont pas l'habitude de faire des transactions sur Ethereum. Et il y a des gens qui se sont spécialisés là-dedans, dans apporter une expérience utilisateur un peu plus agréable, un peu plus facile à utiliser. Et celui qu'on va aller voir ensemble maintenant, c'est Instadapp. Donc Instadapp.io, qui est un acteur qui a été émergent au cours de cette année. C'est deux jeunes qui ont mis ça en place et ça a eu énormément de succès. Et eux, ils proposent ce qu'on appelle un dashboard, c'est-à-dire une interface, un tableau de bord de la finance décentralisée. Donc quand on se présente, ils vont d'abord interroger la blockchain Ethereum et se dire, voilà votre net worth, c'est-à-dire la valeur de votre patrimoine. Bien sûr, on est sur un outil de test, donc notre patrimoine est relativement modeste dans ce cas-là. Quelle est notre dette actuelle, etc. Là, on est en bêta, ça veut dire qu'on est sur un testnet? Non, on est sur le mainnet, mais bêta parce que toutes ces choses, toute cette finance décentralisée est en bêta puisque tout ça a quelques mois d'existence. Donc humblement, les développeurs continuent d'afficher le côté bêta alors qu'il y a quand même déjà plusieurs dizaines de millions de dollars chez eux. Mais ils ont un accès d'humilité et affichent ça. Et donc, si on va sur Lend and Earn, c'est l'onglet qui propose les services directement d'apporter des devises pour générer des fonds, on se voit qu'on avait du SAI. Donc pour l'instant, c'est le SAI. Donc on voit que le taux d'intérêt est un peu plus intéressant que tout à l'heure, donc 4,85%. Et on peut cliquer directement sur Earn. Donc là, j'ai 26 SAI, qui est du coup le DAI historique. Et il y a juste à cliquer sur Set Max, donc un petit bouton qui défile, et puis faire une transaction, Deposit. Là, on nous a pas parlé de blockchain, de CDP, de Volt, etc. On fait une transaction, on la valide. Donc là, ce qu'on est en train de faire techniquement, c'est que on est en train de dire à leur petit programme qu'on les autorise à utiliser nos fonds, puisque sur la blockchain, si vous n'autorisez pas les gens à utiliser vos fonds, personne peut aller vous les chercher. Donc là, vous dites au smart contract d'Instadapp, je vous autorise à interagir avec mes fonds, mais j'en reste le propriétaire. Donc je peux retirer à tout moment mes billes, mais je vous donne un droit d'accès dans le cadre défini de mettre mon argent chez Compound à mon nom et j'en reste propriétaire. Ok, donc eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent l'argent chez Compound ou ailleurs, si c'est plus intéressant. En fait, ils vont aller chercher le taux le plus intéressant du marché, puisqu'il y a différentes plateformes. Ça peut être Compound, là c'est essentiellement Compound aujourd'hui, puisque c'est l'acteur majeur du marché, mais ça pourrait être quelqu'un d'autre. Et ils vont même pas vous le dire à ce niveau-là, puisque c'est pas quelque chose qui est intéressant pour les utilisateurs. Les gens, ils veulent avoir un retour sur investissement. Et du coup, eux se chargent de faire la veille technologique et l'audit technologique pour ne pas perdre l'argent de leurs clients. Ok. Et du coup, ça a été validé la transaction? Je pense que oui. Donc maintenant qu'on a autorisé, on va déposer. Donc on va réappuyer sur Earn. Cette fois, on va tout déposer. En fait, la toute première fois, il faut autoriser le smart contract. Ouais. Et maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'on fait une transaction qui va envoyer des fonds. Donc on va aller déposer des fonds. Donc là, on envoie ces fameux 26 SAI, donc 26 DAI, 26 dollars, sur le smart contract. Et je pense qu'on pourra finir là-dessus pour l'instant. On finira là-dessus, ouais. Et on se donne rendez-vous dans 3 mois pour voir toutes les nouvelles choses qui ont été créées entre-temps. Tout à fait.
Et on termine sur une belle image de l'écran. Vous voyez cette ligne-là, c'est ce qu'on est en train de gagner en ce moment même. Live earning ici. Le live learning. Ça, c'est ce qu'on a obtenu en prêtant nos 26 tailles. Voilà. Et comme il y a une granularité qui peut se faire jusqu'à 15 secondes, on peut prévoir sur 15 secondes, donc faire tourner un compteur en temps réel, puisque c'est assez facile de retrouver ces petits. Et du coup, on peut afficher directement à l'utilisateur ses gains en direct. Donc pour la première fois, si on décide d'arrêter là maintenant tout de suite et de retirer ses billes, on pourrait réobtenir cette quantité de DAI. Et génial. je pense que c'est un sentiment, une vision qui est plutôt agréable de voir son capital. C'est ce que tu appelles l'effet Picsou, c'est ça? C'est ce que j'appelle l'effet Picsou, puisque quand j'étais petit, j'étais assez fan de Picsou, etc. De voir son capital grossir et en temps réel. Ok, super. Merci beaucoup pour le temps que tu nous as consacré. Cette vidéo, on va pas essayer de la faire pas trop longue. Donc merci infiniment. Donc c'est toujours un plaisir de t'accueillir ici pour que tu nous partages un peu ta vision finance décentralisée. Et du coup, donc si ça vous intéresse, on vous met tous les liens de ce qu'on vient de voir là dans la vidéo. On aurait voulu vous parler d'autres sujets, mais on en parlera du coup une prochaine fois. Notamment, comme vous pouvez vous assurer s'il y a un moment il y a un problème sur un des smart contracts que vous utilisez. Mais ce sera pour la prochaine fois. Et du coup, merci beaucoup à toi. Merci à toi aussi. Et à bientôt. Ouais. Et voilà, merci beaucoup à Marc de t'être prêté au jeu de cette interview. C'était hyper intéressant de la faire avec toi. De votre côté, si vous avez apprécié, vous pouvez nous mettre un pouce bleu, partager la vidéo et dans les commentaires, nous dire ce que vous en avez pensé, nous poser vos questions. Je suis sûr que Marc et nous-mêmes serons dans les parages et on pourra y répondre directement. Si vous voulez devenir développeur blockchain ou chef de projet blockchain, Alira est une école qui est spécialisée pour vous accompagner pour devenir un professionnel de la blockchain dans le développement ou dans la chefferie de projet. Si vous voulez savoir comment faire, et notamment on vous propose une série de 4 vidéos gratuites sur comment devenir développeur blockchain, comment devenir chef de projet blockchain, vous pouvez les trouver dans les liens dans la description. Vous aurez juste à nous donner votre adresse mail et on vous les envoie par mail. Et donc c'est une série de 4 vidéos qui vous expliquent vraiment tout le détail sur étape par étape quoi faire pour devenir développeur blockchain, même si vous ne faites pas chez nous. Et si vous voulez découvrir la formation qu'on offre sur alira.fr, vous avez toutes les informations et vous pouvez notamment faire un essai gratuit pendant 1 semaine. Bonne fin de journée à vous.